Bonjour et bienvenue dans le débat entre deux, le débat organisé entre deux tours par les quotidiens Ouest France et le journal d'LM TV Sarthe pour la première circonscription. En l'occurrence, j'ai le plaisir de co-animer avec Emmanuel Charlot, chef de rédaction de Ouest France. Merci Bonjour. d'être avec nous. Alors d'abord, un mot sur la première circonscription, nord-ouest du département, Le Mans, Sillé-le-Guillaume. On peut citer Saint-Léonard-des-Bois, Vivoin, Saint-Saturnin, les quartiers nord-ouest du Mans, l'Épine, avenue Rubillard, chemin de la Foresterie et le Mans centre-ville. Cette circonscription compte plus de 104 000 habitants, vous le voyez. Elle est 9% de ses habitants, un peu moins de 9% de ses habitants, vivent en zone rurale et reculée, selon l'INSEE. Elle compte 72 communes. Le député sortant est Damien Pichereau, La République En Marche. Il a choisi de ne pas se représenter. Et pour débattre, deux candidates qualifiées à l'issue de ce premier tour des élections législatives. Dans l'ordre alphabétique, j'ai nommé Ghislaine Bonnet et Julie Delpech. Alors Ghislaine Bonnet, vous avez 65 ans, vous êtes retraitée de l'Éducation nationale, ancienne directrice d'école, candidate dans le cadre de l'accord NUP, militante La France Insoumise. Vous n'avez pas de mandat politique à ce jour et votre score, on l'a vu, au premier tour était de 22,97%. En face de vous, Julie Delpech, vous avez 32 ans, vous êtes chargée de communication au sein du groupe WeCare, candidate Ensemble, majorité présidentielle. Vous n'avez pas de mandat politique à ce jour et votre score au premier tour était de 24,75%. Voilà pour la carte d'identité de ce plateau, mais tout de suite, le débat. Et c'est à vous, Emmanuel. Alors on commence par le thème de la santé, si vous voulez bien. La Sarthe est devenue un désert médical. Je crois que c'était un constat partagé par tout le monde. Quelles solutions, quelles mesures pourriez-vous préconiser assez rapidement pour en voir les effets? On commence par Ghislaine Bonnet. D'abord, moi, je vais rappeler que la santé, c'est pas une marchandise. Contrairement à ce qui est en train de se mettre en place actuellement, on nous vend l'hôpital comme une entreprise. On a mis en place un tas de mesures qui font que l'hôpital devient de fait une entreprise qui devrait faire des bénéfices. On ne comprend pas très bien pourquoi. 17 000 lits ont été fermés par monsieur Macron, donc même pendant la pandémie. Et nous, on ne veut pas de ça, bien sûr. On veut rouvrir des lits. On veut rouvrir tous les lits qui ont été fermés, réintégrer les soignants qui ont été jetés d'une façon un peu malpropre parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, parce qu'ils estimaient que c'était pas bon pour leur santé. Et on veut aussi absolument rapprocher tous les soignants de l'hôpital public, les obliger à venir travailler à l'hôpital public pendant leurs premières années à la sortie de leurs études. Je rappelle que les études qui sont financées par nos deniers, puisque c'est pris sur le trésor public. Les étudiants étudient à l'université, donc c'est bien sur nos deniers. Moi, quand j'étais enseignante, on m'a demandé de faire 10 ans au sein de l'éducation nationale. Donc, je pense que pour les soignants, pour les nouveaux médecins qui sortent de leurs études, ils pourraient aussi en faire autant et se rendre compte qu'il faut qu'ils viennent dans le service public et que c'est leur devoir. Julie Delpech, sur ce sujet de la désertification médicale, que proposez-vous? Oui, alors déjà, sur les 17 000 lits de fermés, pendant la campagne, j'ai pu échanger avec des professionnels de santé, notamment à l'hôpital. Attention, c'est pas le président qui a fermé des lits, c'est que des lits ferment quand on manque de soignants. Donc voilà, il faut un petit peu rétablir les choses là-dessus. Il y a eu des choses de fait pendant le précédent quinquennat, notamment la levée du numerus clausus.
Voilà, ça n'avait pas été fait avant, ça a été fait, donc maintenant ça va prendre un petit peu de temps. Donc il faut trouver des solutions aujourd'hui pour, pallier à un problème qui s'est installé depuis plusieurs années, hein. C'est pas, du fait des 5 dernières années. Et donc il y a eu un test qui a été fait dans le Sud-Sarthe, notamment avec les équipements, paramédicaux d'urgence, qui a très bien fonctionné et qui va être normalement déployé sur l'ensemble du territoire pour du coup pouvoir, se rendre chez les gens en cas d'urgence, quand notamment le service d'urgence, je pense au Bailleul par exemple, ferme ses portes pour manque de médecins. Ensuite, sur les obligations, moi je suis pas du tout, je pense qu'on ne peut pas obliger les gens, il faut les inciter. Voilà, il faut aussi Vous aller parlez de travailler. l'installation des médecins dans les zones L'installation des médecins, peu mais il y a assez aussi pourvues. un sujet, je pense, sur ce que font les médecins généralistes. Les médecins généralistes, aujourd'hui, leurs études sont payées voilà, par l'État, ils s'installent où ils veulent. Et aujourd'hui, seuls 40% des médecins généralistes participent au maintien des soins et à la régulation du SAMU. C'est pas beaucoup, c'est pas assez. Et là, je pense qu'il faut travailler avec eux pour les inciter à pouvoir prendre leur part sur ces sujets-là. Les inciter ou les contraindre? Du coup, c'est quoi Je un peu pense que votre- la contrainte, ça ne fonctionne pas. Les inciter. Moi, je crois beaucoup qu'il faut discuter et je pense qu'il faut aussi aller voir les médecins aussi, l'ordre des médecins, les différentes confédérations et aussi les étudiants en médecine pour essayer de comprendre et de travailler avec eux à des solutions qui pourraient être efficaces pour les inciter à s'installer. Ghislaine Bonnet sur ce sujet. Moi, je pense que inciter simplement les gens, ça marchera pas du tout non plus, hein. À l'heure actuelle, on a des médecins qui s'installent là où ils veulent. Et bien, en particulier sur la Côte d'Azur, là, dans les endroits où il y a de l'argent, parce ils peuvent demander des honoraires plus élevés. Et ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Ils ont été formés pour faire partie du service public aussi, pour apporter leur contribution au service public. Vous Leur seriez devoir, c'est de soigner tout le monde, pas de soigner seulement ceux qui ont de l'argent. Donc moi, je serais effectivement pour contraindre les médecins pendant 2, 3 ans à venir dans les déserts médicaux. Mais pour tout de suite, pour maintenant, ça ne marchera pas puisqu'il faut 10 ans pour former un médecin. Donc ce qu'on peut faire, c'est au sein d'une région, c'est demander aux médecins effectivement de venir assurer des permanences. Mais par exemple, dans notre région, Pays de la Loire, on peut un peu déshabiller des endroits où il y a beaucoup de médecins pour habiller ceux où il n'y en a pas beaucoup, comme la Sarthe. Julie Delpech, il y a aussi la question du conventionnement. Ne plus conventionner, par exemple, les zones qui sont surdotées, de faire que les médecins ne soient plus conventionnés. Est-ce que ça peut être une idée? En zone surdotée, ça peut être une idée, oui. Après, comme on disait tout à l'heure, la levée du numerus clausus, ça va mettre du temps. Donc, il y a, au-delà du fait que les médecins s'installent où ils veulent, il y a aussi un manque de médecins. Donc, il faut prendre en compte ces deux aspects-là. Moi, je crois beaucoup, en tout cas, sur le court terme, à pouvoir travailler avec les communes sur l'installation de bornes de télémédecine. C'est une solution à court terme intermédiaire qui permettrait de ramener dans un délai très court de la médecine généraliste en ruralité. Ça peut être installé dans une pharmacie, dans une mairie. Il y a déjà eu des installations. Une borne de télémédecine, c'est 94% de diagnostic qui peut être fait via la borne pour des pathologies mineures pour lesquelles on est amené des fois à aller chez le médecin généraliste. Ça peut être une solution pour désengorger. Et puis moi, je crois beaucoup aussi qu'il faut libérer un petit peu et pouvoir permettre aux pharmaciens et aux infirmiers de pouvoir faire certains actes et des suivis aussi de pathologies. Il y a aussi la question des mobilités quand on parle de service public, Emmanuel Tout Charlot. à fait, c'est vraiment une question au cœur des préoccupations des Français et des Sartois, évidemment. Le train, les mobilités douces. Quelles sont vos envies, vos projets en la matière? Allez, Julie Delpech. C'est à moi. Déjà, il y a une loi d'orientation et de mobilité qui a été votée pendant le précédent quinquennat qui désigne les Comcom comme autorité régulatrice des mobilités. Aujourd'hui, quasiment toutes les Comcom en Sarthe ont pris en main ça, sauf une. C'est-à-dire que ça ramène cette histoire de mobilité à l'échelon intercommunal et plus régional. Et donc, ce maillage plus resserré va permettre, je pense, de répondre mieux aux problématiques des territoires. Donc, c'est déjà un sujet. Après, il y a les cars Macron qui, aujourd'hui, sont le seul moyen de transport dans certaines communes en ruralité. Après, au-delà de la ruralité, je pense qu'il y a aussi, il y a tout un sujet mobilité à penser, y compris en ville.
Donc nous, au Mans, on a le tramway, on a de la chance, c'est pas le cas partout. Et je crois beaucoup qu'il faut aussi essayer de développer le covoiturage en milieu urbain, en ruralité aussi, mais ça peut être plus compliqué. Et voilà, il y a des choses qui vont être mises en place. On propose également les voitures électriques à 100 € en leasing pour les personnes ayant les revenus les plus faibles. Donc voilà, il faut travailler tous ensemble. Il y a la mobilité, c'est plein de sujets, mais c'est de l'argent. Et je pense déjà en ayant resserré le maillage, on va essayer d'être un peu plus performant. Ghislaine Bonnet, comment on réduit la facture sur les mobilités Sur les mobilités, nous, ce qu'on veut faire, en fait, c'est faire un grand pôle public de transport et de la mobilité. Transport public, j'insiste bien, pas encore tout miser sur l'individuel en parlant, évidemment, il faut faire du covoiturage, mais ce n'est pas suffisant. Et puis, le tout privé, on voit à quoi ça nous mène. Il faut absolument revenir vers un grand service public, renationaliser la SNCF qui a été complètement éclatée, qui a maintenant un réseau, on n'y comprend plus rien d'ailleurs. Vous êtes contre pour l'ouverture à la concurrence des lignes régionales, par exemple ? Absolument contre l'ouverture des lignes à la concurrence. À chaque fois qu'on met du privé quelque part, ça ne marche pas. On a bien vu avec l'électricité, on voit bien avec le gaz, on voit bien ce que ça donne dans les télécommunications. À partir du moment où on privatise, en fait, on prive les gens de tout. Voilà. À chaque fois, les tarifs explosent. On a vu, par exemple, en Angleterre, le réseau ferroviaire qui avait été privé. Ça a été une catastrophe. Il y a eu énormément d'accidents. Donc, ils sont en train de renationaliser. Ça veut bien dire quelque chose. Dans ce système libéral, ça ne marche pas. Une réponse rapide de Julie Delpech sur ce sujet ? Moi, je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'au contraire, de permettre la concurrence, c'est toujours un effet positif pour le citoyen, puisque ça amène, je pense, un meilleur service et des tarifs plus concurrentiels. On arrive à la fin de cette première partie sur les services publics. On le voit, votre temps de parole est à peu près équivalent, à 4 minutes et quelques. On passe à l'économie et l'environnement. Alors Julie Delpech, économie et environnement, les jeunes, on le sait, font de l'écologie et de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité. Comment inciter les entreprises et les collectivités, finalement les gros consommateurs, à aller en ce sens des économies d'énergie ? Je pense que là, pour le coup, c'est un sujet où on se rejoint tous. Il faut faire attention à notre planète, à notre climat. Après, on a des visions différentes sur ces sujets-là. Voilà, nous, dans le programme, il y aura effectivement des facilités pour aider les entreprises à décarboner, etc. Nous, voilà, on ne le cache pas, on est pour le nucléaire. Aujourd'hui, c'est la principale source d'énergie. Même le GIEC, dans son rapport, préconise aujourd'hui le nucléaire. Mais il faut travailler, en revanche, et il faut relocaliser ça en France, mais à des innovations qui vont nous permettre de passer sur plus d'énergie renouvelable. Mais en tout cas, il faut aider les entreprises à se transformer leur source d'énergie, notamment dans l'industrie. Par contre, aujourd'hui, comme on n'a pas de solution de substitution vraiment efficace, nous, on propose la construction de 6 centrales nucléaires de nouvelle génération, mais ça n'enlève pas qu'on va poursuivre l'éolienne, on va poursuivre le photovoltaïque. Mais moi, je crois beaucoup au multimodal pour vraiment qu'on puisse garder notre indépendance énergétique. Le 100% renouvelable, ça ne marche pas. C'est ce qui est proposé par Jean-Luc Mélenchon. On le voit dans certains pays, ça cause des blackouts, des coupures d'énergie. Le stockage est quand même compliqué, notamment en Allemagne, où c'est stocké sur des batteries qu'on ne sait pas recycler après, et en plus dans des lieux climatisés avec du charbon. Donc je pense que du coup, on n'est pas hyper raccord avec l'idée du 100% renouvelable. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut d'un côté aider les innovations et d'un autre côté permettre le multimodal et aussi travailler vraiment avec les territoires, parce que chaque territoire a sa spécificité et que ce qui fonctionnerait en Sarthe ne fonctionne pas forcément dans le Var. Ghislaine Bonnet, sur cette question ? Sur cette question, je vais d'abord rappeler que M. Macron a été condamné par 2 fois pour inaction climatique. Donc le bilan, il est quand même assez clair, il est même très clair, c'est qu'il n'a rien fait du tout. Donc nous, on veut reprendre les choses en main. Et oui, effectivement, on peut arriver à 100% de renouvelables en 2050. C'est chiffré dans notre programme qui est soutenu par 170 économistes parmi les plus reconnus et les plus lus au monde.
Je peux citer Thomas Piketty ou Julia Cage, par exemple. Donc oui, c'est tout à fait possible Et on fait en comment 2050. concrètement? Oui, Et on parce qu'on fait n'a pas vu le comment? chiffrage. On construit des éoliennes offshore, par exemple. On continue bien sûr les éoliennes terrestres, mais les éoliennes offshore peuvent permettre d'atteindre un gros capital d'énergie. Ça Excusez-moi, tombe bien, on le Oui. propose aussi. les éoliennes qui suscitent souvent, et en tout cas de plus en plus, l'opposition, au moins des habitants dans les périmètres où Oui, elles sont installées, quoi. Oui, mais je crois qu'il a été promulgué pas mal de fausses rumeurs sur ces éoliennes terrestres. Évidemment, il faut les enterrer, ça prend du béton, etc. Mais pour l'instant, ces éoliennes terrestres, les parcs ne sont pas gérés par l'État. Ce sont des éoliennes qui sont gérées par du privé et qui ne demandent à rapporter de l'argent. Et comme il y a des subventions, bien sûr, le parc privé se jette là-dessus. Nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut un grand pôle d'énergie, vraiment, encore, là, une fois, public. Nous, on pense que le public, ça fait toujours mieux que le privé. On voit bien dans notre monde aujourd'hui de quoi on est en train de mourir à petit feu. C'est parce que tout est privé. Et rapidement sur le nucléaire, votre position? Oui, alors sur le nucléaire, nous, on arrête le nucléaire en 2050, il n'y en aura plus. On déconstruit bien sûr de manière ciblée et petit à petit. Il n'est pas question d'arrêter tout de suite. Vous inquiétez pas, vous appuierez sur le bouton de la lumière, il y aura toujours de l'électricité. Vous pourrez regarder la télé et charger vos portables, il n'y aura aucun problème. On fait tout ça progressivement et avec un plan, on planifie. Voilà, on planifie tout. Et Julie Delpech, hein, c'est à vous. Oui, je voudrais répondre sur les éoliennes. Enfin, je pense que déjà, tout nationaliser, ça va être compliqué. Enfin, je pense c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu l'ennemi des entreprises. Donc, moi, ça me pose question. Une entreprise, ça fait aussi vivre un pays. Et au niveau des éoliennes, je suis assez d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, il y a eu des installations un peu à droite à gauche. Et moi, je pense qu'il faut, plutôt que de nationaliser, ce pourquoi je suis contre, plutôt travailler avec les entreprises qui veulent installer des éoliennes, à travailler avec les préfectures et les communes concernées et avoir des plans pluriannuels d'installation, que ça soit pas installé de façon anarchique, voilà, que ça soit installé de manière cohérente, satisfaisante, à l'instar des champs de panneaux photovoltaïques d'ailleurs, où il faut bien cibler. Mais en tout cas, voilà, nationaliser chez nous, non, et je pense que les entreprises contribuent aussi à faire vivre notre pays. Une autre question environnementale à Julie Delpech. Parlons, oui, un tout petit peu du bâtiment qui représente plus d'un tiers de l'énergie consommée en France. Selon vous, est-ce qu'il faut un soutien plus affirmé de l'État en la matière? On voit aussi qu'effectivement, dans le budget des ménages, la part liée au bâtiment est croissante. Donc voilà, une réaction là-dessus? Sur l'énergie? Oui, sur le coût du bâtiment et sur plus la transformation énergétique du bâtiment. Là, il y a 650 000 logements qui ont été rénovés en 2021. C'est prévu 700 000 € à partir de 2022 chaque année. 700 000 logements, pardon, pas 700 000 €. Donc voilà, c'est beaucoup. Il faut effectivement accompagner. Il y a ma prime rénov'. Logements à quelle échelle? À l'échelle nationale? Nationale, oui, pas locale. Oui, à l'échelle nationale, 700 000 logements. Il y a ma prime rénov' qui a été mise en place, qui va être poursuivie. Donc voilà, effectivement, il faut accompagner les Français, et notamment les Français qui ont le moins de moyens, y compris les Français en location, pas que les propriétaires, pour pouvoir rénover les logements et diminuer leur facture énergétique. Et bien sûr, le bouclier énergétique va être maintenu, le bouclier tarifaire également sur l'essence. Donc c'est aussi tout ça qui va aider les Français. Est-ce qu'on va assez loin sur le bouclier énergétique dans le bâtiment, Ghislaine Bonnet? Non, bien sûr on va pas assez loin. On m'annonce 700 000 logements rénovés en 650 000 en 2021. J'ai quelques doutes. Nous, on isolera 700 000 logements et on donnera directement. Et il ne s'agira pas, parce que là, un des problèmes qu'on rencontre, c'est que les gens doivent avancer l'argent et on les rembourse après. Donc, il faut inverser ça, il faut que ce soit fait directement par l'État. Parce que là, on se heurte vraiment à un problème. Et puis, il y a vous parliez d'un problème dans le bâtiment. Un des problèmes auxquels se heurtent les Français, c'est que entre 40 et 50% de leurs revenus, quelquefois, est consacré au remboursement de leur emprunt ou à la location de leur logement. Et là, il faut absolument agir sur ce plan-là. Il faut absolument qu'on bloque les prix et qu'on tende à la baisse aussi dans les secteurs les plus tendus.
Merci, on est à une égalité quasi complète de temps de parole. On va passer à notre troisième partie. Si vous êtes amené à siéger à l'Assemblée nationale, vous allez devoir voter des lois. On vous a concocté un petit questionnaire et vous allez tirer au sort. C'est la séquence « Je vote, je ne vote pas ». Allez, Ghislaine Bonnet a tiré au sort une question. Vous pouvez nous la lire. Oui. Êtes-vous favorable au recul de l'âge légal de la retraite? Il s'agit de répondre par oui ou par non avec un complément éventuel rapide. Non, pour nous, la retraite... excusez-moi, c'est mal formulé. Le recul de l'âge légal de la retraite, ça dépend comment on l'entend. Nous, on recule dans le temps, c'est-à-dire qu'on met la retraite à 60 ans. Vous rajeunissez. Voilà, on rajeunit exactement, parce que la formulation est un peu bizarre. On rajeunit l'âge de la retraite à 60 ans avec 40 annuités sans décote. À vous, Julie Delpech. Alors, je vous laisse lire la question. Êtes-vous favorable à une élection des députés à la proportionnelle? Oui, je suis favorable. Je pense qu'aujourd'hui, ça permettrait une meilleure représentativité des Français. Et peut-être que ça aussi aurait un impact sur le taux d'abstention, puisque les Français auraient plus l'impression que leur voix compte. Aujourd'hui, chaque voix compte, mais c'est peut-être moins visible. Donc moi, je suis favorable, oui. Une autre question, Ghislaine Bonnet? Alors, faut-il armer les policiers municipaux au Mans? Eh bien non, pour nous, bien sûr que non, il ne faut pas armer les policiers municipaux au Mans. Ils sont chargés de la tranquillité publique. Voilà. Julie Delpech, on va pouvoir en faire plein des questions, hein, c'est l'intérêt. Bien-être animal, pesticides. Considérez-vous que le monde agricole en fait assez? Oui. Alors assez, je pense qu'ils font déjà beaucoup de choses, qu'il faut plutôt les aider à faire plus. Là, aujourd'hui, on leur en demande beaucoup, mais sans forcément les aider à trouver d'autres solutions, ce qui peut nuire à leur activité. Donc moi, je pense qu'ils font déjà beaucoup de choses. Il faut leur faire confiance. Ils connaissent leur terre, ils connaissent leurs bêtes. Ils sont très contrôlés également. Donc, ils en font déjà beaucoup. Et si on veut aller plus loin, il faut les accompagner. Ghislaine Bonnet. Ghislaine Bonnet. Êtes-vous favorable au développement du photovoltaïque sur notre territoire? Bien sûr que oui, on est favorable à ce que ça devienne de plus en plus la règle, équipée de photovoltaïque, en particulier sur les toits. C'est pas très efficace. Ce qu'il faut faire, c'est faire des parcs par terre, parce qu'on peut les incliner comme on veut. Vous approuvez ce qui est fait au Mans et dans la métropole, d'ailleurs, sur l'installation de panneaux photovoltaïques? Ah oui, oui, tout à fait. Tout ce qui va dans le sens d'une énergie plus verte, nous, on y est favorable. Une question qu'on peut poser aussi à Julie Delpech, du coup. Moi, je suis favorable à l'installation de panneaux photovoltaïques, après pas partout, de manière raisonnée. Il y a une ancienne déchetterie à Aubigny-Racan où ils ont installé un champ de panneaux photovoltaïques, parce que de toute façon, on ne pouvait rien faire d'autre sur cet espace. Et je pense que dans ces cas-là, oui, il faut le faire. Encore une question pour vous. Faut-il légaliser le cannabis? Eh bien, à titre personnel, oui, je pense qu'il faut légaliser le cannabis pour plusieurs raisons. Je pense que ça permet de réguler, de contrôler également la qualité. Voilà, ça serait faire l'autruche que de penser que personne ne consomme de cannabis en France. C'est faux. En revanche, par contre, le légaliser permettrait, je pense, de réguler et de contrôler la qualité, car aujourd'hui, on ne sait pas vraiment toujours d'où ça vient. On peut encore poser des questions. Allons-y. Alors, c'est la même que celle de tout à l'heure. Bien-être animal, pesticides. Non. On les a doublés. Je préviens les téléspectateurs, nous avons doublé les questions. Vous êtes amenés à pouvoir tomber sur les mêmes. Donc, c'est parfait. Considérez-vous que le monde agricole en fait assez? Pour respecter les animaux, il faut respecter les animaux, c'est affirmer notre humanité. Là-dessus, on fait confiance aux agriculteurs, bien sûr. Mais quand même, quand on voit des poussins broyés par millions, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Donc là, il faut interdire ce genre de pratique qui n'est pas de leur fait, qui subissent, mais il faut interdire ce genre de pratique. Il faut interdire aussi les élevages concentrationnaires. Vous êtes plutôt en phase avec les actions des militants animalistes à ce sujet?
Moi, je suis pas je suis pas pour leurs actions, un peu, comment dire? Un peu cavalières qui vont, voilà. Mais quelquefois, on est obligé, pour se faire entendre, de mener des actions, qui portent. Ils sont pas nombreux, donc ils font des actions, qui sont un peu illégales, mais pour mettre l'accent dessus, quelquefois, on est Et obligé. vous, sur les actions des antispécistes, par exemple Je les trouve un peu violentes et je pense que ça aussi stigmatise un peu le métier et que c'est une minorité qui ne fait pas les choses bien. C'est plutôt à l'État de s'en inquiéter plutôt que de mener des actions comme ça qui, moi, me paraissent violentes et en plus desservent, je pense, la profession et l'agriculture dont nous avons besoin. Une dernière question pour vous, Julie Delpech. Ça fera 4 questions par candidate. Faut-il contraindre les jeunes médecins à s'installer dans les déserts médicaux en début de carrière? On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Alors, les jeunes médecins, Les jeunes en médecins. début de carrière, après leurs études. Moi, je pense qu'il faut trouver des solutions pour les inciter à venir. Ça peut être les faire venir à plusieurs. Par exemple, ils ont fait leurs études ensemble, ils viennent tous dans la même ville. Je pense qu'aujourd'hui aussi, un médecin, quand il part s'installer dans une zone qu'il ne connaît pas, voilà, il perd un peu sa vie personnelle, sa vie familiale. Donc peut-être faire des choses comme ça. Moi, je crois beaucoup qu'il faut redynamiser nos territoires et leur donner envie de venir, notamment en ruralité. On arrête là. Je vous remercie. Vous voyez, vous êtes à peu près à 30 secondes près au même temps de parole. Ça vous va? Parfait, 20 bien. secondes, 20 secondes, pardon. Oui, Voilà, on me très dit dans bien. l'oreillette. J'ai mal calculé. Merci mille fois. Julie Delpech, Merci à vous. Ghislaine Bonnet, candidate de la Merci. première circonscription de la Sarthe. Ce débat est à retrouver, rediffusé ce soir même à 23h, demain, ce mercredi à 9h du matin, 13h et 21h, ainsi qu'en replay. Tous les débats seront proposés à partir de jeudi 20h, également sur le site de nos partenaires Ouest France. Ouestfrance.fr. Merci à tous.